Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Une idée blanche dans une affaire noire. C'est-à-dire une voiture idée blanche qui devient toute petite sur une route bordée d'arbres dessinée sur un sombre fond de toile peinte. Également dessinée sur la toile un château, authentique joyau médiéval menacé de ruine. Sur le bord de la route, le cadavre en cire d'une vieille dame que la voiture a renversée et dont un pinceau a étalé le sang sur l'herbe peinte où il coulera pour l'éternité. Dans une chaise longue démantibulée, un vicomte, dont les 70 années de vice ont définitivement altéré les traits aristocratiques. Près de lui, une grande et belle femme de 40 ans dans une robe blanche. En souriant faussement, elle pose la main droite sur l'épaule du vieillard, tandis que sa main gauche semble faire un signe à la voiture blanche qui fuit sur la route. Un homme petit, brun, avec des lunettes, l'air, je dis bien, l'air d'un souteneur corse, et je ne dis pas qu'il est souteneur, fait un signe d'intelligence à la femme qui lui jette un regard inquiet. Au loin, tout un petit peuple les regarde comme s'il voulait se souvenir éternellement de la scène. Nous avons aussi un piéton éberlué, une dame à côté de son vélomoteur renversé qui note le numéro de la voiture, des fermiers, des agents immobiliers, des vieillards et des hommes à la mine patibulaire posant sur les murs et les arbres des affiches électorales. Au-dessous, une grosse plaque de cuivre où est inscrite la phrase suivante. Affaire de Puy-Ricard, 28 juillet 1969, jugée le 11 juillet 1970. Scène reconstituée pour le musée des dossiers extraordinaires par Jacques-Antoine. Vous connaissez, chers amis, ces musées de cire où sont présentés avec plus ou moins de naïveté des mannequins souvent historiques, mais quelquefois simplement pittoresques, et choisis parce qu'ils représentent des personnages caractéristiques d'une région, d'une profession, d'un lieu, etc. Quelquefois, ces personnages sont groupés dans un décor unique où ils semblent jouer une scène. Celle-ci peut être historique, légendaire ou tout simplement documentaire. La scène historique, c'est par exemple l'assassinat de Henri IV. La scène que nous qualifierons de légendaire, le retour de l'enfant prodigue. La scène documentaire pouvant être un mariage chez les Lapons ou la vente à la criée sur le vieux port de Marseille en 1850. Eh bien, imaginez qu'aujourd'hui, en traversant le musée de cire des dossiers extraordinaires, vous vous attardiez un instant devant la scène que vous a décrite Jacques-Antoine, où un groupe de mannequins figés dans une éternelle attitude sont censés représenter l'affaire de Puy-Ricard. Bien qu'il s'agisse d'une affaire authentique et relativement récente, on ne peut la qualifier d'historique, mais sûrement de documentaire. Mais attention, chers amis, Jacques-Antoine les a volontairement figés dans des attitudes caractéristiques telles qu'elles ressortent des dépositions des témoins, des enquêtes de police, et telles que finalement les journalistes les ont décrits. L'ensemble est tellement vraisemblable, tellement plausible, tellement conforme à nos préjugés, aux idées toutes faites, que nous ne pouvons plus les voir autrement. Ils ont été condamnés, jugés, conduits devant les tribunaux pour cela. C'est comme cela qu'ils sont apparus aux jurés. Mais ce sont des personnages de cire. Ils ont été conçus, modelés par les hommes. Alors, est-ce que ces personnages représentent bien la vérité ? Est-ce que les hommes n'ont pas trahi la nature profonde de ces gens en voulant les représenter ? Bref, est-ce que les musulmans n'ont pas raison en interdisant que les artistes reproduisent l'œuvre du Créateur ? C'est à cela que nous allons essayer une fois de plus de réfléchir ensemble. Toute l'affaire commence donc le 28 juillet 1969, lorsqu'une sexagénaire trottine sur une route ombragée de platanes au nord d'Aix-en-Provence. Une voiture, idée blanche, paraît, bouscule un piéton, oblige une femme qui roulait à vélomoteur à se renverser dans le fossé et fauche la sexagénaire.
Celle-ci heurte de la tête une souche de platane et succombe quelques heures plus tard d'une fracture du crâne. Accident de la route dû à l'imprudence d'un chauffard. Le capitaine de gendarmerie enregistre la déclaration d'un premier témoin, Madame Schex. C'est la femme au vélomoteur qui s'est relevée à temps pour noter le numéro minéralogique de la voiture. Selon cette dame, la voiture a fait un écart volontaire pour atteindre la passante. Selon d'autres témoignages, le conducteur portait un tricot de corps blanc et son visage était dissimulé à l'aide d'un chapeau de paille et de lunettes noires. Le capitaine de gendarmerie retrouve sur la route les débris d'un clignotant de la voiture. Enfin, la voiture est retrouvée peu après abandonnée. C'est une voiture volée qui n'apporte aucun élément à l'enquête. Par contre, les premières démarches du capitaine de gendarmerie vont l'amener à découvrir une étonnante série de personnages dont la simple description va le conduire à imaginer toute l'affaire. Vous allez voir, chers amis, que c'est très curieux. La première démarche conduit le capitaine au château de la Roche-Rostellane à Puricard. Il trouve là le vicomte Jacques de Régis, le propriétaire des lieux, vautré dans une vieille chaise longue démantibulée. Bien qu'il ait hérité d'une fortune considérable, le vicomte laisse le château et ses domaines à l'abandon. La plupart des pièces sont fermées et les œuvres d'art qu'elles contiennent s'abîment dans la poussière. La mauvaise herbe pousse dans la cour et dans le parc. Depuis toujours, le vicomte, qui a maintenant 70 ans, s'abandonne à la fainéantise, se contentant d'assouvir deux besoins, les femmes et l'alcool. Sale, locteux, mal rasé, il apparaît gâteux, l'œil vitreux, la bouche tordue, mais on s'empresse d'avertir le capitaine de gendarmerie qu'il s'agit là d'un faux semblant et que, lorsqu'il n'a pas bu, son intelligence est encore alerte. En ce qui concerne les femmes, le vicomte a choisi la formule la plus simple et la moins onéreuse. On peut même dire qu'il a choisi de ne pas choisir. Il se contente d'engager des gouvernantes dont il fait ses maîtresses. Il les garde comme gouvernantes, donc comme maîtresses, tant qu'elles ferment les yeux sur les fantaisies qu'il se permet de temps en temps. Il est d'ailleurs parcimonieux lorsqu'il s'agit de récompenser les services que ces pauvres gouvernantes lui ont rendus. C'est ainsi que, l'avant-dernière, après avoir été congédiée en 1956 au profit d'une plus jeune, reçoit une rente mensuelle de 25 000 francs, anciens, bien entendu. Cela conduit tout naturellement le capitaine de gendarmerie à interroger le vieillard au sujet du second personnage de cette étonnante affaire. Ce second personnage, c'est l'actuelle gouvernante. Du moins, c'était l'actuelle gouvernante, car c'est elle, la victime. C'est elle dont le crâne a éclaté sur une souche de platane. Lucia Isoard est née en 1906. Elle était prostituée à Marseille quand le vicomte de Régis l'a rencontrée et lui a proposé de s'installer au château. Elle accepta et remplit les diverses fonctions qui lui étaient attribuées, à la satisfaction du propriétaire, qui n'attachait pas d'importance aux visites fort espacées d'ailleurs d'un ancien amant. Le vicomte n'était déjà plus très sexy et la gouvernante aurait eu bien du mérite si elle n'avait caressé l'espoir d'hériter de la fortune du vieillard qui n'a pas de parents proches. Veuillez maintenant noter ce détail, chers amis. Il va prendre dans la suite une certaine saveur. Lorsque le capitaine de gendarmerie demande au vicomte si elle avait raison d'espérer cet héritage, le vieillard répond « Je lui aurais tout au plus laissé 1 ou 2 millions d'anciens francs. » Évidemment, le capitaine essaye de reconstituer l'emploi du temps de la malheureuse Lucia Isoard pendant les heures qui ont précédé le drame. Il obtient 2 témoignages importants. Celui de Madame Valette, une ex-gouvernante du vicomte qui occupe une petite maison quelque part dans le fond du parc. La victime lui aurait fait part d'un télégramme en provenance de Marseille lui signalant qu'on l'appellerait au téléphone à la cabine du village entre 16h et 16h30. Car le vicomte, vu son inactivité, n'a jamais éprouvé le besoin de faire installer le téléphone au château. Le télégramme est signé d'un certain Henri. Comme la future victime affirmait ne pas connaître de personne s'appelant Henri, Madame Valette lui aurait donc conseillé de ne pas se rendre à la poste. D'autre part, Ribeiro, le fermier du vicomte,
lui aurait déclaré de son côté qu'il n'était pas disponible cet après-midi-là pour la conduire en voiture. Hélas, la malheureuse s'est entêtée et serait partie à pied répondre à cet appel téléphonique. Et, bien entendu, se faire cueillir par la fameuse idée blanche, ce serait donc un guet-apens bien organisé. Évidemment, le capitaine demande au fermier Ribeiro s'il soupçonne quelqu'un. « Bien sûr, répond Ribeiro. C'est Arlette Boulbès. »« Et pourquoi Arlette Boulbès ?»« Parce que, répond Ribeiro, Arlette Boulbès voulait mettre la main sur la fortune du vicomte et Lucia s'en était aperçue. D'ailleurs, Lucia m'a dit, un jour ou l'autre, elle va me tuer. Et Arlette Boulbès, de son côté, m'a dit un jour que Lucia devenait gênante. » C'est donc ainsi que le capitaine va découvrir l'existence d'Arlette Boulbès, autre personnage et le plus important de l'affaire de Puy-Ricard. L'état civil vous oblige de choisir un prénom figurant dans la liste qu'il a établie, tout au moins il exigeait, mais il admet des orthographes fantaisistes. C'est pourquoi la mère d'Arlette Boulbès décida d'appeler celle-ci Arlette, avec un H. Arlette, donc, a eu une existence mouvementée. Elle est née en 1927 et à 17 ans, elle est venue s'installer à Toulouse avec sa mère. La police les accusera toutes les deux de s'être livrées ensemble à la prostitution, puis d'avoir tenu une maison close clandestine. Arlette le niera tout en reconnaissant avoir eu de très nombreux amants. Il faut aussi lui rendre cette justice, chers amis, qu'elle a cessé d'exercer ce métier lucratif alors qu'elle était encore jeune et très belle, et on ne peut pas oublier non plus qu'elle a élevé elle-même 3 enfants naturels. En 1964, elle achète un domaine et y installe une maison de repos pour personnes âgées. L'administration lui retire une première fois son agrément car sa gestion a provoqué de nombreuses plaintes. Puis, en 1967, il y a 2 ans, l'administration a ordonné la fermeture définitive. Ça ne fait rien. Arlette recueille à son domicile les pensionnaires qui s'étaient attachés à elle. L'un lui consent le bail d'une villa à un prix dérisoire, l'autre lui lègue son appartement et le troisième lui cède ses biens en viager. Il meurt peu après, de la manière la plus naturelle. Bien que la disparition de ces 3 vieillards ait été inévitable à court terme, les journalistes n'hésiteront pas à qualifier Arlette de gérontophage. C'est la première fois qu'apparaît ce néologisme qui mériterait de rester dans notre langue. Faute de ne pouvoir renouveler cette clientèle, en 1969, Arlette Boulbès n'a plus un sou. Elle cherche alors soit à s'introduire dans une maison de repos pour vieillards déjà existante, soit à en créer une. C'est à ce moment qu'elle apprend que le vicomte Jacques de Régis, propriétaire de Roche-Rostellane, est décidé à vendre. Alors elle va le voir. Pas de chance. Le vicomte vient de signer un compromis de vente avec une agence immobilière. Mais un compromis, ce n'est qu'un papier qui peut toujours être déchiré. C'est du moins ce que déclare le capitaine de gendarmerie qui imagine tout naturellement le scénario suivant. Arlette est une grande et belle femme qui, malgré un air sévère et une moue arrogante, peut provoquer l'attirance, le désir, voire la passion. Devant l'aspect du vieillard, elle s'est permis quelques agaceries, quelques coquetteries. Les réactions du vieillard l'auraient amené, c'est, je vous le rappelle, la thèse de la police, à entrevoir une perspective beaucoup plus intéressante que l'achat du château et du domaine qu'elle n'a d'ailleurs pas les moyens de s'offrir. Selon la police, elle aurait envisagé au prix de quelques complaisances et d'un peu de courage, car tout de même, le vicomte physiquement comme moralement d'ailleurs, c'est pas un cadeau, de capter tout ou partie de l'héritage et qui sait peut-être le mariage. Seulement voilà. Il y a un obstacle qui paraît de taille, la gouvernante. Ni Arlette Boulbès ni la gouvernante ne connaissent les intentions du vieillard. Elles ne savent pas que celui-ci a l'intention de récompenser les services de la gouvernante par 1 ou 2 malheureux petits millions d'anciens francs. La gouvernante, ancienne prostituée à Marseille, Arlette Boulbès, que la police prétend ancienne prostituée à Toulouse, se sont vite comprises l'une et l'autre. Le manège de l'une n'échappe pas au regard de l'autre. Un jour, la gouvernante reconduit Arlette en lui disant « Inutile de revenir, je ne vous ouvrirai plus la porte !» Arlette lui répond « Et moi je vous conseille de ne pas vous présenter la prochaine fois que je sonnerai. Je ne veux pas avoir affaire à une larbine. » Inutile de vous dire, chers amis, que le mot larbine
et d'elle, pas de nous. N'empêche que la gouvernante est un obstacle, et qu'il faut trouver une solution. Mais ce n'est pas Arlette Boulbès qui va tuer, quand même. Parvenue à ce point, l'enquête va révéler deux nouveaux personnages qui, encore une fois, par leur seule existence, imposent à la police une version de l'affaire. Mais encore une fois, est-ce la vérité ou son apparence? Arlette Boulbès a pour amant Sauveur Padovani. Eh oui, bien sûr. Sauveur est un Corse âgé de 55 ans qui semble jouir d'une certaine influence à Aix-en-Provence. Pourquoi? Sauveur n'a pas d'instruction, il a échoué dans une douzaine de métiers. D'où lui vient cette influence? Certes, il aurait une certaine tendance à se faire aider financièrement par les femmes dont il partage la vie, mais ce n'est pas un proxénète. Il n'est pas non plus à proprement parler un homme du milieu. Il a été accusé récemment de détention d'armes, mais il s'agissait d'un geste politique. Il n'a reçu qu'une petite peine de prison avec sursis et son casier judiciaire est vierge. Pourtant, c'est là l'explication de son influence. Et l'affaire à l'origine crapuleuse prend une couleur politique. Sauveur Padovani est le chef du service d'action civique d'Aix. Les attentats de l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie et les nombreuses campagnes électorales qui se sont succédées ont amené les services d'action civique d'Aix à élargir leur recrutement. Et la police prétend que, selon une tradition méditerranéenne, adoptée d'ailleurs par tous les partis, on ne s'est pas montré difficile et c'est ainsi que les voyous sont accourus en masse. Et parmi eux, le cinquième personnage de l'affaire Puy-Ricard. Il s'agit cette fois d'un personnage qui paraît un petit garçon à côté d'Arlette Boulbès et de Sauveur Padovani. Ce cinquième personnage s'appelle Gaston Costérat dit Jo Leixois. Fils de commerçant, peu doué pour les études, il s'est essayé à être garçon de restaurant, mitron, peintre en bâtiment. Il a même joué du trombone dans la formation de la lyre aixoise avant d'être renvoyé parce qu'on le trouvait trop turbulent. Ce garçon exubérant a trouvé un exutoire à son énergie refoulée en pratiquant le parachutisme sportif, puis en faisant son service militaire dans un régiment aéroporté. À son retour d'Algérie, il se fait rapidement pincer pour un cambriolage et un vol de voiture. Souteneur d'occasion, généralement fauché, il a rencontré Sauveur Padovani dans son quartier général, le bar Paris-Nice. Il a maintenant 30 ans, et comme il n'a pas peur de la bagarre, Sauveur Padovani l'engage dans le service d'action civique pour défendre ses colleurs d'affiches. Voici donc bien campés les 5 personnages de l'affaire Puy-Ricard, et voici tout naturellement la version qu'imagine la police qui, comme vous allez le voir, découle moins des faits que du passé et de la personne des protagonistes. Premier acte, Arlette Boulbès explique à Sauveur Padovani que la gouvernante du vicomte la gêne. Sauveur Padovani imagine alors de l'écarter, pas question de la tuer, nous ne sommes pas à Chicago, mais il pense à un petit accident qui pourrait envoyer la gouvernante à l'hôpital pour quelques mois. Bien entendu, ils ne vont pas faire ça eux-mêmes, Arlette Boulbès est trop engagée dans cette affaire et Sauveur et son amant est de plus beaucoup trop connu. Alors il pense à Jo Leixois et lui propose 1 million pour provoquer un petit accident sur la route qui écartera la gouvernante. Jo Leixois accepte et reçoit 3000 francs d'acompte. Deuxième acte. Voici comment l'affaire est organisée, c'est du moins la version de la police. Un télégramme signé Henri est envoyé à la gouvernante pour l'avertir qu'on l'appellera à la cabine téléphonique du village entre 16h et 16h30. Vers 16h, Jo Leixois, qui a volé la veille une idée blanche, s'arrête au bord de la route devant le hangar d'une ferme à quelques centaines de mètres du château et il attend. À la même heure, Arlette Boulbès et Padovani Sauveur se rendent chez le vicomte au château de la Roche-Rostallane. Troisième acte. Lorsqu'Arlette voit la gouvernante partir pour le village, elle attend quelques minutes, qui ont été soigneusement calculées, et sort du château. C'est un signal convenu. Elle a une robe blanche, et de l'endroit où elle se place, Jo Leixois la voit. Comme l'apparition d'Arlette dans sa robe blanche signifie que la gouvernante est sur la route du village, Jo Leixois actionne le démarreur de la voiture.
La suite, vous la connaissez, au lieu de s'en tirer avec quelques fractures, le hasard veut que la gouvernante heurte du crâne la souche d'un platane et en meurt. Dans la présentation que la police fait de cette affaire, tout est logique, et surtout parfaitement conforme au caractère des personnages. D'ailleurs, à part un alibi de dernière heure que s'invente Joe Lexois, et qu'un commissaire de police démontra sans difficulté, mais aussi sans grande certitude, rien ne vient contrarier cette thèse. Le trio comparaît donc devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence l'année suivante, au mois de juillet, sous l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ce sera un procès plutôt bizarre. D'abord, la salle est houleuse, car les accusés y ont beaucoup d'amis. Ensuite et surtout, on parle beaucoup plus du passé des accusés que de l'affaire elle-même. Le vicomte, qui est entré définitivement dans une maison de repos, n'est même pas là. À tel point qu'Arlette Boulbès, toujours belle et arrogante, s'exclame plusieurs fois « Mais je suis venu ici pour qu'on parle de l'affaire de Puy-Ricard, j'aimerais bien qu'on en parle !» Malgré cela, l'accusation, indéfiniment, s'acharne à démontrer la vilainie d'Arlette Boulbès et le manque de scrupules de ses deux acolytes. Mais de l'affaire elle-même, on ne parle pour ainsi dire pas, et pour cause. Il n'y a rien à en dire. Il n'y a pas de preuves certaines, ni d'un côté ni de l'autre. Simplement une version logique, je dirais même raisonnable, qui habille les personnages comme un vêtement merveilleusement coupé. Finalement, les jurés vont infliger 12 ans de réclusion à Arlette Boulbès et 8 à Sauveur, Padovani et Joe Lexois. Mais la chaleur du mois de juillet 1970 et la longueur des audiences ont tendu les nerfs du public et des magistrats. Le verdict est accueilli par des injures que les amis des condamnés hurlent de toute la force de leurs poumons. L'avocat général fera exception à la règle qui veut que ces manifestations soient ignorées. Il ordonne d'arrêter Joseph Boulbès, le frère de l'accusé, qui sera condamné le surlendemain à 4 mois de prison avec sursis pour outrage à magistrat. Le journal de gauche, le Méridional, qu'on ne peut accuser de sympathie pour le service d'action civique qui fut à l'origine l'émanation d'un mouvement gaulliste, n'hésite pas à écrire « A-t-on sanctionné les accusés pour le délit qui leur était reproché ? Il est juste de dire que les débats n'en ont pas apporté la preuve formelle et malgré leur condamnation, l'énigme demeure. Pour les uns, c'est un règlement de compte, pour les autres, on les a seulement jugés sur leur passé. Certes, écrit toujours le Méridional, si ces commentaires sont excessifs, il reste que l'on a beaucoup parlé du passé des accusés et pas du tout de l'affaire de Puy-Ricard. Et la défense n'a pas manqué de faire ressortir que l'enquête ressemble trop à un scénario conçu à partir d'une idée toute faite. Pourquoi en effet choisir systématiquement la thèse de la machination alors qu'après tout, celle de l'accident tout bête était tout aussi vraisemblable. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.